Salut à tous, bienvenue, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, vidéo qui est très très fortement inspirée par ma dernière masterclass que j'ai fait avant-hier, tout simplement parce qu'on a étudié une boîte que je ne connaissais pas du tout. C'est un peu le principe en fait, c'est que je demande aux personnes qui viennent de me donner une boîte qu'ils aimeraient bien qu'on analyse. Je n'ai pas le temps de faire pour les 15 participants, donc j'en pioche en général une ou deux. Et cette fois-ci, j'ai volontairement pioché une boîte que je ne connaissais pas du tout, qui s'appelle InMode. C'était pour sortir un petit peu des autres propositions qui étaient sur des boîtes beaucoup plus connues, du type Engie, Nestlé, etc. InMode, je ne savais pas du tout, on va regarder ça ensemble. C'est une boîte qui est dans la chirurgie minimalement invasive, comme ils le disent. Donc ils vendent des produits médicaux. Et avant d'analyser cette boîte, j'ai juste regardé deux, trois chiffres et j'en ai profité pour envoyer un petit email à un participant d'une masterclass précédente qui est médecin anesthésiste, qui est aussi passionné d'investissement, avec qui d'ailleurs j'aimerais beaucoup faire des vidéos. Je lui passe le message, il va se reconnaître. Peut-être qu'il faudra qu'on fasse des vidéos ensemble sur des boîtes médicales, justement parce que c'est vraiment sympa d'avoir l'avis de quelqu'un du métier. Donc je lui ai écrit un petit email, j'ai regardé la boîte, donc j'ai fait la même analyse ensuite pendant la masterclass. On a analysé la boîte et à la fin j'ai pris l'email reçu par le médecin qui avait fait sa petite enquête de son côté, et on va voir à quel point c'est utile ou non de connaître un secteur. On va voir en tant qu'investisseur n'ayant pas de connaissances business dans le secteur en particulier, voir ce qu'on arrive à repérer et voir ce qu'on ne repère pas. Donc voir justement est-ce que ça vaut le coup d'investir dans des secteurs qu'on ne connaît pas du tout et qui sont un peu du chinois au départ pour nous, donc typiquement ce qui est B2B quand on vend à des professionnels, ou est-ce qu'il faut en rester au secteur qu'on connaît parfaitement. Alors un truc à savoir pour InMode, c'est qu'InMode m'a été proposé donc par un des participants, et quand je lui ai demandé comment il avait trouvé la boîte, il m'a dit qu'il l'avait fait par un stock screener. Et ça, savoir d'où vient l'idée, pour moi, c'est toujours quelque chose d'intéressant. Parce que quand on a trouvé une boîte dans un stock screener, ça veut dire qu'on a mis des paramètres, on a mis des curseurs qui nous a sorti une boîte, et en général, ces boîtes-là, ça veut dire que financièrement, on va trouver des bons chiffres. Il faut s'y attendre. Si on est passé par le stock screener, on va avoir une boîte, alors je ne sais pas exactement quels critères il avait mis, mais on va trouver une boîte qui a de la croissance, qui n'est pas trop chère, qui est rentable, etc. Certaines fois, quand on me donne un nom de boîte et que la boîte, c'est parce que c'est quelqu'un qui l'aime bien ou qui est une boîte un peu à la mode, etc., ça va être plutôt l'inverse. C'est-à-dire qu'on va avoir une boîte qui va avoir a priori des produits sympas, qui va être un petit peu à la mode, etc. Et puis on peut être déçu par les chiffres financiers. Donc je vais essayer de faire très vite sur l'analyse financière pour que vous voyez un peu ce qu'on a pu repérer assez rapidement. Donc sur la société elle-même, comme je vous l'ai dit, c'est un fournisseur de solutions médicales, donc chirurgie minimalement invasive. Donc ce qu'ils font en gros, ça va être des liposuctions, ça va être du laser, etc. avec un minimum de cicatrices. Ils vendent aux 2/3 aux États-Unis, le reste, 23% ailleurs, 11% en Europe. C'est une boîte israélienne. Les fondateurs sont ici, donc à des rôles de dirigeants. Ils sont dirigeants depuis le début, fondateurs dirigeants, donc depuis 2008, et ils ont plutôt des bonnes positions vu qu'ils ont quelques pourcents de la boîte qui vaut pas loin de 2 milliards, donc ils sont fortement impliqués, le fameux skin in the game qu'on cherche en général chez les fondateurs ou chez les dirigeants en général. Donc disons que côté risque qu'on peut voir, il y a le côté israélien pourquoi ? Risque de boycott, risque potentiellement que l'activité soit arrêtée en cas si le conflit actuel ou si de futurs conflits se compliquent, etc. Donc là déjà on peut avoir un petit souci de ce côté-là. Du point de vue finance, comme je vous le disais, c'est là où je m'attends à avoir des chiffres qui sont plutôt sympas. Et de ce point de vue-là, je ne suis pas déçu. Alors j'avais fait un petit calcul de croissance. On a une croissance annualisée de 33% de 2019 à 2023, donc vraiment une croissance impressionnante. En termes de cyclicité, qui est quelque chose que je regarde assez vite, on voit que la croissance est a priori pas cyclique, en tout cas sur l'historique qu'on a. On voit malgré tout un ralentissement de la croissance, et le ralentissement, alors vous savez, je me fie assez peu aux estimations des analystes, mais les analystes, eux, ont une estimation de croissance pour les prochaines années qui est plutôt autour de 5-6%. Voilà, alors qu'on a une croissance historique de 33%. Donc là, c'est mon deuxième bémol à vérifier. Qu'en est-il de la croissance future, puisqu'on a une très bonne croissance passée. Ensuite, on a des niveaux de marge qui sont excellents, ce qui est très bon signe, donc qui nous fait plutôt penser que la boîte a un avantage compétitif, mais ce sera quelque chose à creuser. On s'aperçoit que la croissance est un petit peu plus difficile, on le voyait en agrégé, mais notamment dans les deux derniers
trimestre. Et puis voilà, rentabilité excellente avec un retour sur capitaux propres qui diminue. Donc là, c'est un peu moins un bon signe en termes d'avantages compétitifs, mais qui reste à des niveaux extrêmement corrects, mais qui diminue. On voit voilà, le ROE qui est en chute, j'allais dire libre, mais voilà, on reste sur des bons niveaux, mais quand même importants. Donc on peut imaginer que c'est un petit peu plus difficile pour eux de maintenir cette rentabilité extrêmement forte. Parmi les chiffres qui m'ont fait tiquer très vite, c'est le CAPEX. Donc je vous rappelle que le CAPEX, ce sont les investissements d'exploitation qui vont vous permettre de maintenir l'activité à flot et de maintenir la croissance. Ce sont des niveaux que j'ai quasiment jamais vus, des niveaux de CAPEX. Une entreprise qui est CAPEX light, qui a très peu de CAPEX, ça va être 1, 2, 3%. Ici, on est à des niveaux de 0,2, voire même 0,14%. Et quand on regarde le montant en dollars, on est à 710 000 $ de CAPEX, 710 000 $ d'investissement en 2023. C'est vraiment très très faible. Donc là, j'ai mon troisième bémol qui est sur l'investissement. Quatrième bémol, mais qui me surprend à moitié, c'est une boîte qui est relativement jeune, qui est encore en énorme croissance. Et quand on regarde le nombre de titres, ici, on voit le nombre de titres qui croît. Donc en tant qu'actionnaire, on se fait diluer tout simplement parce que, ça on peut l'imaginer, mais c'est facilement vérifiable, le management se paye grassement en stock option ou en stock tout court, en action de l'entreprise tout court. Donc même si c'est facilement compréhensible en phase de croissance, quand l'entreprise est très jeune, ensuite c'est quelque chose qui est de moins en moins acceptable et accepté. Donc je vois ici que ça se freine en 2022, 2023, 2024, mais voilà, ça se rajoute un petit bémol. Donc on peut dire globalement que au niveau chiffre, c'est très très bon, à part la croissance, les chiffres sont très bons, ça c'est clair. Ce qui est moins bon, c'est le trend, c'est la tendance récente, donc au niveau du retour sur capitaux propres et au niveau de la croissance. Donc ça c'est à vérifier. Donc même sans connaître exactement le business ici, on voit que c'est quelque chose de bien, mais qui cartonne, on va dire, mais qui est peut-être un petit peu à risque. Le CAPEX, le fait qu'il soit aussi faible, me fait dire qu'ils ne produisent pas. C'est très probablement pas InMode qui fabrique ses propres machines, et ça m'embête un petit peu, puisque sur l'avantage compétitif, à partir du moment où vous faites que du design et que vous faites fabriquer à d'autres, ça veut dire que vous n'avez pas forcément un avantage qui est extrêmement solide. Mais ce n'est pas une vérité. Nvidia, par exemple, ne fabrique rien. Enfin, Nvidia design les puces et les puces sont fabriquées par quelqu'un d'autre. Si vous avez les meilleurs designers de puces, ça marche en fait, parce que vous avez le cœur de la valeur ajoutée. Ici, je ne sais pas à quel point c'est le cas pour InMode. Donc ça, c'est l'analyse très rapide. Maintenant, si je veux aller un tout petit peu plus loin, ce que j'ai fait, c'est que je suis allé prendre présentation de résultats. On va voir si on apprend 2-3 trucs. Alors ici, je suis uniquement sur les slides de la présentation de résultats. Bon, il y a beaucoup de blabla. Ce qu'on voit, c'est qu'ils essayent de vendre effectivement aux chirurgiens esthétiques, leur cœur de cible, si vous voulez, mais aussi aux dermatos, aux gynécos, aux ophtalmos, etc. Et il se trouvait que dans la masterclass, on avait un ophtalmo. Donc, c'était intéressant d'avoir à nouveau un médecin qui avait un œil plus critique sur ce type de boîte. Là, ici, on a vu qu'il y avait... alors, je n'ai pas forcément pris l'annonce de la plus récente. Je crois que j'avais un document plus récent. Je vais juste voir ça vite fait. Voilà, désolé, j'ai repris un document plus récent, février 2024. Et ici, c'est ce qui me semblait, ils ont 10 brevets pour 12 familles de produits. Alors, c'est bien et c'est pas bien. Honnêtement, je me serais attendu à un petit peu plus de brevets, sachant qu'il ne faut pas l'oublier, ça reste quand même leur seule valeur ajoutée, vu qu'ils font, a priori, on va vérifier, construire leur machine par quelqu'un d'autre. Là, on a les dirigeants, beaucoup d'années d'expérience, etc. Ici, on n'apprend pas grand-chose. On commence à voir là que, si on regarde qui est situé où dans leur boîte, mais ils ont principalement des personnes, des commerciaux en fait, ou des centres de logistique en dehors d'Israël. Et en Israël, ils ont évidemment le quartier général, j'allais dire, et puis la R&D évidemment, et aussi manufacturing et puis logistique. Donc a priori, les machines seraient fabriquées en Israël, mais avec 700 000 $ de CAPEX à l'année, ça m'étonnerait que ce soit eux qui les fabriquent. Ensuite, voilà, pas mal il nous explique qu'il y a un nouveau paradigme. Ça me fait toujours un petit peu douter. Entre les procédures très très light,
type laser et puis la chirurgie plastique, eux essayent de faire un mix des deux avec les résultats de la chirurgie plastique et puis aussi peu invasif que possible, donc plutôt proche du laser de ce point de vue-là. Voilà, bien sûr, ils ont une opportunité de marché excellente, etc. Et c'était sympa d'avoir justement un médecin dans l'équipe, pas celui à qui j'ai posé au début, mais l'ophtalmo, qui disait qu'effectivement avec ce type de business, ce qu'il fallait, alors c'était évidemment très très discutable, les recherches qui étaient faites à chaque fois par ce type de fabricant, mais ce qu'il fallait, c'était que les résultats soient pas non plus énormes, mais juste suffisants pour que la personne voit une petite amélioration, mais surtout, sûrement pas aussi drastique que ce qu'on voit sur leur pub. Voilà, il faut juste en gros que les patients soient pas trop déçus. Donc voilà le type de choses qu'ils vendent. Donc ils vendent aux médecins, notamment aux chirurgiens esthétiques, puisque, je vous le rappelle, ils vendent des machines. Voilà, ce type de machine. Et c'est là où, en tant que non spécialiste du secteur, on peut vraiment se poser la question de l'avantage compétitif. Et comment voir l'avantage compétitif ? C'est toujours la grosse question quand on n'est pas dans le secteur. Moi, je vous redis les deux critères dont j'ai déjà parlé jusqu'ici, c'était les marges. Et puis, donc, les marges qui nous disent qu'apparemment, il y a un avantage compétitif. Le truc, c'est que je ne sais pas si l'avantage compétitif, il est sur les machines elles-mêmes ou est-ce qu'il est sur l'énorme machine marketing employée par InMode pour que ces produits soient utilisés. Et oui, j'ai oublié de dire, et la tendance du return on equity qui semble nous montrer, vu que ça décroît très très fort, très très vite, que finalement l'avantage compétitif n'est pas non plus monstrueux. Donc voilà, les usines, donc toujours cette question, est-ce que ce sont des usines InMode ou non ? Et sinon, qui sont leurs fournisseurs ? Combien est-ce qu'il y en a, etc. Donc voilà, après il y a le côté marketing qui est très important, Eva Longoria qui fait sa pub pour InMode, etc. Et c'est là où on peut effectivement se poser la question des marges, si elles viennent de la pub et typiquement en utilisant des stars ou bien sur l'efficacité des machines. Voilà, donc on n'a pas appris énormément dans cette présentation. On va passer maintenant au rapport annuel. Alors, rapport annuel qui n'est pas facilement trouvable sur le site de InMode, puisque quand on va d'habitude, quand on tape le nom de la boîte et puis Investors, on tombe assez rapidement, assez facilement sur les documents financiers. Ici, c'est pas qu'on tombe difficilement sur les documents financiers, mais c'est qu'ils sont très mal classés, parce qu'en fait, le site reprend directement les filings qui ont été faits auprès de la SEC, donc du gendarme américain. Ici, d'habitude, on cherche un 10K pour trouver donc le 10K pour trouver le rapport annuel, ou les 10Q pour les rapports quarterly, trimestriels. Ici, comme c'est une boîte israélienne, donc qui est étrangère, il s'agit du 20F. Qui est ici et que je dois avoir mis déjà quelque part. Voilà, que j'ai téléchargé ici. Alors, je ne vais pas tout le passer en revue, les 122 pages. Moi, je vous rappelle la question que j'avais jusqu'ici et auquel je n'ai pas trouvé l'info. C'est tout simplement, est-ce que ce sont eux qui produisent eux-mêmes leurs machines ? Eh bien non, c'est ce qu'ils expliquent là, c'est qu'ils ont outsourcé, ils utilisent des sous-traitants tout en maintenant un contrôle sur la production. Oui, enfin bon, ça c'est un contrôle qui est très relatif. Donc en fait, ils ont des contrats avec Flextronics ou Flex, je pense que c'est le même groupe, et puis Medimore. Ouais, c'est ça en fait, il y a Flex et Medimore, donc les deux grosses usines qui fabriquent effectivement en Israël, donc effectivement risque potentiel de supply chain, voilà, qui est un problème sur la production. Donc gros souci pour moi quand on vend des équipements et qu'on les fabrique pas soi-même, qu'est-ce qui reste ? Il reste la R&D et le marketing. Voilà, gros doute. Ensuite, petit souci en allant un peu dans le détail, tout ce qui est pris, c'est revu tous les 3 mois. Ces contrats entre les fournisseurs et InMode ont une durée de 1 an et sont repoussés comme ça d'année en année avec 3 mois de notice période. Donc quand on va du côté client, ok, on peut changer de fournisseur en 3 mois, mais on se doute bien que la ligne de production ne sera jamais effective en 3 mois de l'autre côté. Donc en fait, ceux qui ont la main ici, ce sont les fournisseurs. C'est-à-dire que le fournisseur, s'il arrête de... Alors on est bien d'accord, le fournisseur ne va pas arrêter avec son client comme ça, il a lui aussi des lignes de production qu'il ne veut pas arrêter, donc ils sont un petit peu, même totalement, les deux sont totalement liés, mais malgré tout, je trouve ça très dangereux, ils ne maîtrisent pas forcément leurs coûts, donc tant que les marges sont très élevées, comme ici on avait vu, qu'est-ce qu'on avait comme données de marge, on était à 45% de marge, oui c'est très bien, c'est pas très grave, 45% de marge d'exploitation, 43% de marge nette, mais voilà quand même, petite inquiétude pour moi au niveau des fournisseurs. Après,
effectivement la R&D dans lesquels ils ont dépensé 13 millions en 2023. C'est là où ils nous font énormément de pubs, c'est là où ils nous disent qu'ils ont la meilleure recherche. La réalité, c'est que c'est probablement aussi les équipes marketing, c'est probablement aussi la pub, c'est probablement le fait d'utiliser Eva Longoria, etc. et de faire de la pub sur les réseaux ou en tout cas pas sur les réseaux, plutôt directement auprès des médecins esthétiques qui leur fait gagner des clients plus que la qualité. Mais ça, tant qu'on n'est pas dans le domaine, c'est difficile à savoir. Dernier point, c'est que j'ai regardé les derniers résultats. Je ne me suis pas tapé non plus tous les résultats trimestriels, mais uniquement les derniers. Et je vous ai noté un petit peu ce qui m'a semblé intéressant, avant de passer donc à la réponse du médecin anesthésiste à qui j'avais demandé de l'aide au début de ma recherche. Donc ce qu'on nous explique, c'est qu'au second semestre 2023, InMode a eu des défis pour eux, mais pour le secteur de l'esthétique dans son ensemble, et notamment l'esthétique chirurgicale. Et au 4e trimestre, ils ont révisé leurs prévisions pour la première fois dans l'histoire de l'entreprise. Donc là, on voit, si on était resté sur les gros agrégats qu'on a vus dans Zone Bourse ou dans les résultats passés de la boîte, si on ne lit pas ou si on n'écoute pas ce que le PDG a à nous dire sur l'état du marché et sur le futur, on passe un petit peu à côté du cœur du réacteur. Ah oui, parce que je ne vous ai pas dit, j'ai passé très très vite sur les résultats d'InMode, je n'ai pas dit un autre point, c'est que c'est une boîte qui a eu 33% de croissance et qui se paye très peu cher puisqu'elle se paye 9 fois les bénéfices en 2023. Donc des PER de 9 sur des entreprises de croissance comme ça, on n'en trouve pas. Voilà, aujourd'hui, on n'en trouve pas. Et je répète, c'est un peu le bémol sur les screeners quand on est un peu trop exigeant sur les critères, c'est qu'on se retrouve avec des boîtes qui sont superbes en termes de chiffres et donc il faut chercher le souci ailleurs. Et si vous ne trouvez pas de souci ailleurs, c'est probablement que vous n'avez pas assez cherché parce que le marché est quand même relativement arbitré. Donc une boîte qui a 33% de croissance, qui n'a pas de problème de dette, je ne suis pas passé partout, mais bon, la boîte a des chiffres qui sont très sains. Donc si toute cette qualité se paye 9 fois les bénéfices, c'est qu'il y a un souci. Donc c'est justement ce qu'on est en train de voir. On les a vus déjà, on a vu pas mal de soucis entre la dilution, les fournisseurs. Mais là, on a le vrai cœur du problème qui est la baisse de la croissance. Ce qui nous explique, c'est que plus de 80% des ventes de la plateforme sont facilitées par des contrats de location. Et ça, on ne le savait pas. Ça, on ne l'a pas vu. Il y a pas mal de documents où c'est pas forcément bien marqué. Est-ce que c'est forcément marqué dans le rapport annuel, hein? Je dis toujours qu'il y a tout dans le rapport annuel, donc on va bien trouver ça. Vous voyez, je tape leasing, il n'apparaît que 2 fois dans le rapport annuel. Donc si on s'est raté, donc ça, là on doit être dans les risques, je pense. Et ils nous disent effectivement, il faut que les termes du leasing pour les clients restent attractifs. Donc ça peut être négativement influencé par les taux d'intérêt. Donc là c'est super, il en parle dans l'annonce de résultats. Sinon dans les 122 pages on pourrait passer à côté, et je crois que j'étais passé à côté la première fois que j'ai revu cette boîte. Alors oui, c'est marqué quand même plusieurs fois, mais c'est dans l'autre sens, cette fois-ci, c'est que eux ont des leasing. Donc la partie, et là c'est du vocabulaire, donc en gros c'est marqué qu'une fois, C'est marqué qu'une fois qu'il y a un risque sur le leasing. Et là, heureusement que j'ai fait l'effort de lire l'annonce de résultats. Pourquoi ? Parce qu'effectivement, 80% des achats sont faits par des médecins, des cabinets de médecine esthétique qui les louent. Donc, la hausse des taux d'intérêt et l'allongement des cycles d'approbation ont un impact négatif sur les taux de croissance d'InMode. Donc là, on voit quelque chose sur lequel j'ai failli passer à côté si j'avais été un peu trop rapide. Cet environnement macroéconomique a également affecté les patients qui sont plus sensibles au prix des traitements esthétiques. Donc là, c'est bien d'avoir un management qui est honnête, parce que moi, je cherche depuis le début, est-ce qu'il y a un avantage compétitif ? Donc au niveau des médecins, je ne sais pas, mais ce que je sais, et ce qui est ici expliqué, c'est qu'en cas de baisse, on ne va pas parler de récession, mais en tout cas de baisse de l'économie ici américaine, puisqu'ils ont 2/3 des ventes aux États-Unis, on a des clients qui sont sensibles au prix. Donc non, on n'a pas réellement de pricing power. En tout cas, alors c'est un peu compliqué parce qu'il y a InMode qui vend les machines aux chirurgiens esthétiques et les chirurgiens esthétiques qui vendent des services aux clients. Mais on peut se douter que ça marche en cascade, hein. C'est-à-dire que si les clients ne sont pas prêts à payer trop cher pour les services esthétiques, alors les médecins ne sont pas prêts à payer trop cher non plus pour les machines. Donc il y a eu une baisse de la demande sous-jacente pour leur traitement peu invasif. Et ce qu'ils sont en train de faire, c'est mettre en place un programme d'approbation avec les institutions financières. Ok, donc ils vont s'allier avec quelques banques pour que les médecins esthétiques puissent emprunter facilement et acheter ces machines. Et puis quelque chose qui me plaît un peu moins, c'est que dans certains cas, ils vont tirer parti de la solidité de leur bilan pour soutenir les médecins.
en leur proposant nous-mêmes une option de financement. Ça sent pas bon. Quand on fabrique des machines esthétiques, on n'est pas banquier. Donc non, il faut surtout pas qu'ils partent sur des crédits parce que ça s'enchaîne. C'est-à-dire qu'au départ, les médecins achètent bien avec crédit, pas de souci. Ensuite, ils ont du mal à obtenir leur crédit. Et donc, parce qu'ils ont du mal à obtenir leur crédit, c'est InMode qui va leur faire crédit. Donc en gros, ils vont prêter au pire, aux médecins qui ont la pire situation financière et qui ont été refusés par les banques. Donc ça déjà, pour moi, c'est à nouveau, parce qu'il y en a déjà plusieurs qui s'accumulent, à nouveau un gros warning. Sur la situation en Israël, ils disent qu'il y a suffisamment de stock pour livrer le monde entier. Et à la fin, ils parlent d'un candidat potentiel pour une fusion-acquisition. Donc ici, c'est je ne suis pas médecin, j'ai juste étudié ce que me disait la boîte et les résultats de la boîte et je vois déjà que ça sent pas bon. Il y a quelques trucs que je pressens et notamment sur l'avantage compétitif. Maintenant, je vais vous montrer la réponse du médecin anesthésiste et les petites recherches qu'il a faites et on va voir quel est justement l'avantage compétitif d'être dans le secteur. Alors c'est où ? C'est là. Alors il me répond. Je ne connais pas cette boîte, mais pour te répondre, voici les sources de différentes informations croisées. Il a consulté leur site internet, donc comme moi, il a un diplôme de médecine esthétique, ce qui est top et ce qui nous aide pas mal, et puis il a appelé 2 collègues chirurgiens esthétiques. Okay, donc typiquement, ce que je ne peux pas faire parce que je n'ai pas les connaissances, je ne suis pas dans le secteur. Et qu'est-ce qu'il en retire ? Lui, il dit qu'il y a un avantage concurrentiel qui est très discutable parce qu'il existe une concurrence féroce sur ce type de produit. Il y a des dizaines de boîtes qui produisent des machines de médecine esthétique pour faire du remodeling sous-cutané, etc. Cette info-là, j'ai eu beaucoup de mal à l'obtenir. Moi, j'ai trouvé des noms de compétiteurs, notamment dans le rapport annuel, puis en cherchant un petit peu, mais ça, c'est l'information la plus difficile à obtenir si vous n'êtes pas dans le secteur en question. Qui sont exactement les concurrents ? Parce que si vous cherchez sur Zone Bourse ou ailleurs, vous allez avoir des concurrents à un niveau extrêmement élevé, du type des équipementiers médicaux. Mais est-ce qu'ils vont faire exactement ce type de machine ? C'est pas sûr du tout. Ensuite, les machines de InMode sont vendues à n'importe qui. Et c'est un peu ce qu'on a vu déjà un peu dans les documents. Aux dentistes, chiropracteurs, médecins généralistes, médecins esthétiques et chirurgiens esthétiques. Donc il y a un risque potentiel en cas de régulation par les autorités médicales des différents pays si tout d'un coup ils se mettent à faire des restrictions et de dire non, ce type de machine doit uniquement être utilisé par exemple des chirurgiens esthétiques mais interdit aux dentistes. Intéressant, j'aurais pas pensé à ça. Et ensuite, il a trouvé quelques articles disponibles sur des pratiques commerciales douteuses, exagération des résultats potentiels sur les patients pour vendre aux praticiens et des affaires en cours, par exemple au Canada, sur l'efficacité réelle des machines vendues. Les machines restent chères, donc effectivement, c'est pas évident à savoir, mais ils nous ont quand même montré dans le nombre de machines installées, donc on aurait pu, au travers du chiffre d'affaires, deviner à peu près le coût de la machine. Lui nous dit que ça vaut minimum 100 000 €, donc seuls les gros centres de médecine esthétique peuvent se les payer. Et à titre perso, il me dit que même s'ils vendent beaucoup, ça le refroidit, absence de vrais modes, d'avantages compétitifs, les possibles réglementations, etc. Donc il resterait en dehors. Et puis il me dit, si je cherche des idées, et on est tous preneurs d'idées, donc on les a en même temps, il me conseille de regarder Edwards Life Science, Boston Scientific, et puis j'en avais déjà parlé avec lui, Intuitive Surgery, qui fait apparemment des robots assez dingues de chirurgie. Donc ce que je retire de ça, c'est que si vous faites une analyse rapide, déjà le premier point, si vous faites une analyse rapide basée juste sur quelques chiffres, vous allez passer à côté du cœur de la situation. En tout cas, dans ce cas-là, puisque le problème n'est pas sur les chiffres eux-mêmes, mais un petit peu à côté. Déjà, si vous faites votre analyse trop rapide, vous pouvez passer à côté de la dilution, parce que tout le monde ne regarde pas la dilution, mais il faut bien la regarder, et vous pouvez passer à côté du CAPEX qui est très faible. Et ensuite, c'est pas le tout de voir que le CAPEX est très faible, mais il faut aussi l'interpréter. Donc ça, vous pouvez déjà voir pas mal de choses juste sur les données agrégées. Ensuite, c'est important, même si ça prend du temps, d'aller voir, on a vu le rapport annuel. Qu'est-ce qu'il a fait le rapport annuel ? Il nous a aidé à comprendre que la boîte externalisait la production, utilisait des sous-traitants. Or, c'est leur principal job de construire des machines. Donc voilà, moi, nouveau bémol là-dessus, je trouve ça un peu limite. Et surtout quand on voit les contrats qu'il y a entre les fournisseurs et eux, on voit qu'ils sont vraiment à la merci des fournisseurs, changer le prix tous les 3 mois, etc. C'est quand même assez chaud. Qu'est-ce qu'on a vu d'autre ? Oui, on a vu que l'annonce des résultats, c'était super important parce que moi, dans le rapport annuel que j'avais lu complètement en diagonale, en fait, je ne l'avais pas lu complètement, j'avais fait des contrôles-F, vous savez, pour chercher des mots-clés. Donc, j'étais passé à côté du leasing qui n'est mentionné qu'une fois dans le rapport annuel. Donc, je n'avais pas vu qu'il y avait un risque sur les taux d'intérêt. Et ça, je l'ai vu comment ? En écoutant l'annonce de résultats. Donc, on voit que c'est important. Et enfin, donc là, je dirais qu'on arrive à faire une analyse à 90% quand on est
pas du tout du secteur parce que vous doutez bien que je ne suis pas un spécialiste des machines esthétiques. Et les 10% restants, c'est là où c'est toujours sympa d'avoir un réseau, des contacts, de pouvoir demander à quelqu'un, et là je remercie énormément, je ne vais pas citer son nom encore, mais la personne qui m'a répondu et qui a fait le boulot, d'autant plus que comme c'est un passionné d'investissement, il a bien fait les choses, on voit que ça rajoute le 10% supplémentaire. Mais ça veut dire qu'il vaut, et ça j'en suis persuadé, il vaut mieux être un bon investisseur, un bon financier qui n'est pas du secteur, qu'un médecin qui ne connaît pas du tout l'investissement et qui lui va juste voir un super produit qu'il utilise par exemple au quotidien, mais je dis médecin, mais ça peut être un sportif qui utilise des baskets, une montre ou des fringues sportives, etc. Peu importe. Aimer le produit, c'est bien, mais il vaut mieux être un investisseur et ne pas trop connaître le produit pour faire des bons investissements que d'être quelqu'un qui connaît bien le produit, mais pas les chiffres et qui va se retrouver à investir dans des boîtes non rentables. L'idéal, bien sûr, étant, comme notre ami, d'être à la fois un spécialiste du secteur et un bon investisseur, un bon analyste. Et là, on a le combo parfait. Voilà. Mais c'est bien de prendre conscience que quand on n'est pas du secteur, on va s'arrêter à 90%. Voilà. Il va nous manquer les 10% restants et pour comprendre les 10% restants, il faut aller demander à ceux qui connaissent. Voilà, donnez-moi votre point de vue sur ce côté secteur. Est-ce qu'il faut connaître le secteur ou pas pour investir en bourse ? Moi, je vous l'ai dit, je pense que c'est pas nécessaire, mais que c'est un plus qui est quand même non négligeable. Autre point. Donc, j'ai pas mal parlé des masterclass. Je les stoppe, j'en fais encore une à Bordeaux, mais elle est complète. Mais je recommencerai sûrement en fin d'année. Donc, si ça vous intéresse, je vais mettre un lien. Je sais pas comment, je suis pas hyper fort là-dedans, mais je vais mettre un lien en bas dans la description qui vous permettra de vous mettre dans ma mailing list. Comme ça, vous serez au courant si je relance quelque chose ou si je fais une newsletter. Ça fait des mois que je me dis il faudrait que je fasse une petite newsletter, un petit effort toutes les semaines pour dire un peu ce qui me passe par la tête. Voilà, je mettrai un lien dans la description. En tout cas, merci à tous et puis lâchez-vous sur les commentaires. Alors, il faut connaître le secteur ou pas ?